Alors on va voir les limites mondiales et les évolutions des modes de captation et de consommation d'énergie. Quelques ordres de grandeur, une fois de plus, la surface de la Terre est à peu près de 5 10 puissance 14 mètres carrés, 4 pi fois le rayon de la Terre au carré. L'énergie dans la biomasse représente au total qui pousse sur Terre un stockage d'énergie de 200 terawatts de 10 puissance 14 watts, c'est-à-dire en moyenne 0,1 watts par mètre carré de surface de la Terre. La nourriture des humains, il y a à peu près 7 à 8 milliards d'humains. Si on multiplie ça par le métabolisme d'un humain, 140 watts par humain, ça fait 10 puissance 12 watts, 1 terawatt, entre 1 centième et 1 millième de l'énergie qui croît dans la biomasse végétale, environ 5-10-4 watts par mètre carré. Le rapport entre la nourriture et le métabolisme peut se voir directement. 4184 joules par calorie multiplié par une ration quotidienne d'environ 2939 kilocalories par personne, ça c'est une moyenne mondiale actuellement. Si je divise ça à nouveau par 24 heures par jour et par 3600 secondes par heure, j'obtiens 140 watts par personne. Vous voyez là l'évolution mondiale en noir de la ration quotidienne en calories depuis 1200 jusqu'à de nos jours. Et puis l'évolution par certains groupes de pays. Euh, donc si je regarde ce que le métabolisme des humains par rapport à la croissance des plantes, on a environ entre 1 centième et 1 millième de l'énergie qui va dans l'alimentation des humains. Si on prend en compte une alimentation carnée, avec le fait qu'un animal peut manger pour 1 kg d'animal, l'animal végétarien peut avoir mangé 10 kg de végétaux. Ça dépend des animaux, mais c'est un ordre de grandeur typique. On se retrouve avec entre 1 dixième et 1 centième de l'énergie stockée dans les plantes qui finalement va passer dans le métabolisme des humains. Au passage, le fait qu'on ait de l'élevage et qu'on fasse pousser des plantes a aussi un impact majeur sur la biodiversité. Avec la plupart des mammifères qu'on a maintenant qui sont soit des humains, soit des animaux d'élevage des humains. La consommation énergétique totale des humains, en dehors de l'alimentation, l'ordre de grandeur, c'est 1,5 10 puissance 13 watts, 0,06 watts par mètre carré. C'est un ordre de grandeur qui est assez similaire à celui de la croissance de la biomasse végétale. Donc si on se mettait à vouloir utiliser une fraction significative de ce qui pousse pour faire du biocarburant, on voit que les biocarburants sont en concurrence directe avec la nourriture des humains et des animaux pour les biocarburants. Donc les biocarburants ne peuvent pas remplacer, sans poser des graves problèmes pour l'alimentation, l'ensemble des hydrocarbures fossiles. Euh, alors, si on essaye de situer la question de la nourriture dans les bilans énergétiques qu'on a fait jusqu'à présent, on peut regarder en kilocalories par jour cette question de nourrir l'humanité et le vivant. Et voilà l'échelle qui correspond aux kilocalories par personne et par jour. Le métabolisme humain correspond effectivement à quelques milliers de kilocalories par personne et par jour. Et voilà, ça s'est comparé au flux énergétique qui arrive sur Terre, transformé de diverses manières. Et puis là, c'est la puissance de ce qu'on consomme comme type d'énergie et la destination de ces énergies. On remarque au passage qu'entre le métabolisme humain et la croissance de la biomasse, il y a à peu près un facteur 100. Dans ce facteur 100, dans le métabolisme humain, il y a à peu près 100 fois moins de flux d'énergie que la biomasse végétale qui croît sur Terre. Dans ce facteur 100, il y a tout l'élevage,
avec des animaux qui ont aussi un certain métabolisme et qui servent à l'alimentation, et aussi toute la biosphère, tous les animaux non humains ou non reliés à l'élevage, les végétaux non mangés par les humains et tout ce qui constitue la biodiversité. Donc c'est un facteur qui n'est pas si énorme. On utilise une fraction significative de la fraction de la puissance solaire qui est transformée en plante et qui stocke de l'énergie. On en utilise une fraction très significative maintenant, les humains. Si on regarde d'ailleurs cette fraction du métabolisme humain dans la croissance de la biomasse, on voit qu'on a un facteur de l'ordre de 100 qui est à peu près à rapporter à notre proportion dans la biosphère animale. Dans la biosphère animale, les humains qui ont une masse d'environ 0,06 milliards de tonnes de carbone en tout, c'est quelques 3% de la masse totale des animaux. Donc si on a un métabolisme avec une puissance énergétique qui est plus ou moins proportionnelle à la masse, on voit que il est tout à fait on voit qu'une fraction très significative de la biomasse végétale soit utilisée proportionnellement à la masse par toutes sortes d'animaux pour leur métabolisme. Et nous-mêmes y participons à hauteur de notre masse. Alors la transition énergétique et le lien avec le développement et l'évolution économique. Ayant conscience des défis qu'on a par rapport à la consommation et les émissions liées à la consommation par individu, et à la fois des améliorations de niveau de vie qui sont liées au PIB, on voit là la trajectoire de nombreux pays de 1990 à nos jours, où le produit intérieur brut augmente et les émissions de gaz à effet de serre diminuent, avec les pays en voie de développement qui ont une croissance du PIB, et liée à cette croissance du PIB, également une augmentation des gaz à effet de serre qui va certainement également finir par plafonner. Alors, on a besoin pour la transition énergétique d'une sobriété et d'efficacité de nos activités, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Kaya, qui est un économiste, a formulé les choses de la manière suivante: le dioxyde de carbone émis est le produit de la population humaine par le produit intérieur brut par membre de la population, donc ça c'est un accroissement de la richesse, par un autre produit qu'on appelle l'intensité énergétique, à savoir l'énergie qui est utilisée pour chaque point de PIB, et enfin par l'efficacité en termes d'émissions de l'énergie de nos activités, les émissions de CO2 par unité d'énergie. La population attendue devrait être stabilisée d'après les démographes durant la deuxième moitié du XXIe siècle. Et il s'agit de travailler sur ces trois autres facteurs. Limiter le PIB par population, c'est limiter la croissance ou opérer une décroissance économique. Limiter l'énergie par PIB, c'est travailler sur l'intensité énergétique, donc c'est limiter l'intensité énergétique de notre activité économique, et limiter les émissions de gaz à effet de serre par point d'activité économique, c'est de l'ordre de l'ingénierie. Voici l'intensité énergétique, donc l'énergie divisée par le PIB dans différents pays. Vous voyez qu'actuellement, en kilowattheure par dollar de 2011, on est aux alentours de, dans le monde, quelque part entre 0,5 et 2,5 kWh. Donc l'évolution par point de PIB peut être indiquée ici. Vous voyez
depuis 1965 jusqu'en 2018, l'énergie requise en kilowattheure qui baisse dans la plupart des pays, je le rejoue une fois, par dollar de 2011. Donc il y a une baisse progressive et une amélioration de l'intensité énergétique de nos activités. Quant au mix énergétique, on a une évolution en cours en termes d'émissions de CO2 par énergie, et ça se fait avec le changement des sources d'énergie qu'on utilise. Vous voyez ici en térawattheures par an, ce qui est utilisé en France de 1965 à 2021. Vous voyez qu'il y a eu depuis 2000 une certaine diminution de l'énergie, et puis on a le nucléaire qui est à faible intensité carbone, qui reste à peu près stable, et on a le développement d'énergie éolienne, de solaire et de biocarburants et d'autres ressources renouvelables comme la géothermie. Le pétrole le pétrole a baissé en consommation et est remplacé en partie par ce genre d'énergie qui se développe avec le temps. Le charbon est pratiquement arrêté également. Si on regarde pour l'Allemagne, l'évolution du mix énergétique, on a eu un développement très important, ça c'est en pourcentage, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'utilisation de la biomasse, la puissance hydraulique dans les barrages restant à peu près stable. Et on a eu une diminution significative du nucléaire, en particulier depuis l'accident de Fukushima qui a amené l'Allemagne à fermer petit à petit ses centrales nucléaires. Une diminution également du charbon sous différentes formes, notamment la lignite dernièrement commence à diminuer également. Par contre, le gaz a un petit peu augmenté, on reste dans des proportions à peu près stables par rapport à ce qu'il y avait auparavant, notamment pour des questions de ressources pilotables, pour ne pas avoir d'instabilité du réseau électrique quand on utilise des ressources intermittentes comme le vent et le solaire. Voici, non pas en pourcentage mais en total, ce que ça donne en térawattheures par an pour l'Allemagne. Et un autre exemple très différent, l'Islande. L'Islande a la bonne géométrie pour avoir des reliefs qui lui permettent d'utiliser de la puissance hydraulique, comme la Norvège par exemple. Et cette puissance hydraulique s'est très grandement développée au cours des 40 dernières années. Et récemment, on a un quasi-arrêt du charbon et une diminution de la consommation de pétrole. On a développé aussi d'autres ressources renouvelables, notamment pour la géothermie. Sur une île volcanique permet d'avoir des centrales géothermiques assez efficaces. Voici, on rappelle, le mix énergétique mondial et son évolution. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour arriver à faire diminuer. Là, on a eu une augmentation constante. Il faudrait arriver à faire diminuer ces trois secteurs. Conclusion, pourquoi faut-il changer de modèle énergétique ? Le pétrole et le gaz s'épuisent. Il s'agit de ressources fossiles finies. Et encore plus, le fait que la quantité et la vitesse de libération dans l'atmosphère du carbone enfoui dans ces hydrocarbures mène à un réchauffement climatique hors contrôle. Même si on ne brûlait que les réserves connues, on dépasserait très largement les réchauffements qu'on a accepté de ne pas dépasser pour limiter les dangers sur la biosphère et sur nous. Et donc il est plus que raisonnable et très urgent de sortir du paradigme de l'oilman, l'homme qui utilise le pétrole pour satisfaire une bonne partie de ses besoins. Comment ça devra être fait ? Eh bien, c'est une affaire à suivre.